Le monde de l'entreprise, c'est un jeu. On peut décider de l'ignorer, bien sûr, ou on peut apprendre à en maîtriser les règles. Aujourd'hui, on va décoder ensemble les stratégies de pouvoir de Robert Greene, mais appliquées spécifiquement au monde du travail. L'objectif est simple, vous donner des clés pour naviguer dans la complexité, pour éviter les pièges politiques et bien sûr pour renforcer son autorité. Notre guide pour ce voyage, c'est le fameux livre Les 48 lois du pouvoir. Alors oui, ces leçons sont tirées de l'histoire, des rois, des courtisans, mais détrompez-vous, elles sont d'une pertinence absolument redoutable pour n'importe quel leader, manager ou entrepreneur d'aujourd'hui qui doit composer avec les dynamiques de pouvoir modernes. Cette citation de Greene, elle est un peu provocatrice, n'est-ce pas? Elle nous met au défi, elle suggère que le pouvoir, ce n'est pas forcément un jeu immoral ou sale, mais plutôt une compétence essentielle. L'idée derrière, c'est qu'en maîtrisant ces dynamiques, on devient non seulement plus efficace, mais paradoxalement, on gère aussi mieux ses relations professionnelles. Bon, pour bien comprendre comment appliquer tout ça, on va explorer 5 domaines clés. D'abord, on va voir le bureau comme une sorte de cour moderne. Ensuite, on parlera de l'importance capitale de maîtriser les perceptions. Puis, on verra comment naviguer la hiérarchie. Et enfin, comment agir avec stratégie. Et pour finir, on prendra un peu de recul pour réfléchir au pouvoir comme outil. Allez, on commence. Première partie, la cour moderne. L'idée ici, c'est de changer de perspective. Voir son lieu de travail, non pas juste comme une organisation avec un organigramme, mais vraiment comme la cour d'un roi, avec ses jeux d'influence, ses alliances secrètes et ses rivalités cachées. Comme le dit si bien Greene, les structures sociales finissent toujours par s'organiser autour du pouvoir. Bien sûr, les costumes et les titres ont changé, mais la nature humaine, eh bien, elle reste la même. Les règles qui gouvernaient les courtisans hier sont exactement les mêmes qui régissent les dynamiques de bureau aujourd'hui. Comprendre ça, c'est déjà le premier pas pour ne plus en être la victime. On enchaîne avec le deuxième point qui est crucial, maîtriser les perceptions. Dans l'arène professionnelle, il faut être très clair, la perception, c'est la réalité. L'image qu'on projette a un impact direct et immédiat sur notre influence et sur notre carrière. L'idée fondamentale ici, c'est que la réputation, ce n'est pas quelque chose de passif. Ça se construit, ça se gère et surtout, ça se défend activement, tous les jours. Une seule erreur de jugement, une seule attaque mal gérée, et hop, elle peut être endommagée pour très longtemps. C'est tout simplement notre capital professionnel le plus précieux. Alors, concrètement, comment on fait? Greene nous donne des lois très pratiques. Par exemple, la loi 4, dites sans toujours moins que nécessaire. Pourquoi? Parce que moins on en dit, moins on risque de dire une banalité ou pire, une bêtise. Le silence, ça intrigue, ça crée une aura de profondeur. Ou encore la loi 24, qui conseille d'éviter de trop en faire, d'éviter l'ostentation. Un talent qui semble naturel, qui se manifeste sans effort, force beaucoup plus le respect que celui qu'on étale constamment. Ce principe est parfaitement résumé ici. L'apparence de la simplicité, c'est une véritable arme stratégique. Elle cache le travail acharné, elle dissimule les manœuvres, et ça pousse les autres à sous-estimer la profondeur de notre plan. Souvent, ce qui est caché est bien plus influent que ce qui est montré au grand jour. Troisième grande partie, naviguer la hiérarchie. Là, on touche au cœur du sujet. C'est l'art subtil de gérer les relations humaines, que ce soit vers le haut avec ses supérieurs, à l'horizontale avec ses collègues, ou vers le bas avec ses équipes. C'est un aspect fondamental pour quiconque veut avoir un vrai impact dans une organisation. Regardez ces exemples, ils sont très parlants. D'un côté, l'amateur. Il veut impressionner, alors il corrige son patron en pleine réunion. Résultat, il crée du ressentiment. De l'autre côté, le maître. Il applique la loi 1, ne surpassez jamais le maître. Il va au contraire faire briller son supérieur pour gagner sa confiance et son soutien. L'amateur, lui, se fie à ses amis au bureau en oubliant les jalousies potentielles. Le maître, en revanche, il applique la loi 2. Il privilégie la compétence, pas l'amitié, pour avancer. Les lois fondamentales ici sont donc très claires. Règle numéro 1, ne jamais, jamais éclipser son supérieur. Se méfier aussi des amitiés professionnelles qui peuvent parfois cacher des rivalités. Et surtout, il y a la loi 11. Rendre les gens dépendants de soi. Attention, pas par la contrainte, mais en devenant tout simplement indispensable, grâce à des compétences uniques et une fiabilité à toute épreuve. Ce point est absolument crucial, et cette citation le résume à la perfection. Le monde professionnel, c'est une arène de résultats. Un pouvoir qui est bâti sur la compétence réelle, sur l'utilité qu'on apporte, sera toujours plus solide qu'un pouvoir qui repose uniquement sur des relations personnelles qui sont par nature fragiles. Bon, maintenant, on passe à la vitesse supérieure. 4e partie, agir avec stratégie.
Là, il ne s'agit plus seulement de réagir ou de se défendre. Non, il s'agit de prendre l'initiative, de façonner le jeu à son propre avantage. Le processus stratégique, c'est très méthodique. D'abord, on cache son objectif réel, logique. On ne peut pas s'opposer à quelque chose qu'on ne voit pas venir. Ensuite, on peut guider ses rivaux sur de fausses pistes pour qu'ils épuisent leurs ressources pour rien. Et enfin, le point crucial, prendre et garder l'initiative, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit les autres qui réagissent à nos mouvements et jamais l'inverse. Pour y arriver, certaines lois sont particulièrement redoutables. Prenez la loi 31, contrôler les options. L'idée, c'est de présenter à son interlocuteur des choix qui ont l'air ouverts, mais qui, en réalité, mènent tous au résultat qu'on souhaite. C'est l'art subtil de donner l'illusion de la liberté, tout en guidant discrètement l'issue. Et ça nous amène à une question qui est essentielle. La loi 7, par exemple, laissez les autres travailler pour vous, elle peut être vue de deux manières très différentes. Un bon leader, il utilise le travail de son équipe pour atteindre un objectif commun, il reconnaît leur contribution. Un manipulateur, lui, il va juste s'approprier le fruit de leur travail. C'est l'intention qui fait toute la différence. Tout ceci nous amène naturellement à notre conclusion. 5e et dernière partie, le pouvoir, un outil à manier avec prudence et surtout avec conscience. C'est peut-être le point le plus important de toute cette analyse. Le pouvoir en soi, c'est comme un marteau. Il n'est ni bon ni mauvais. Il peut servir à construire une maison ou à tout détruire. Ces lois, c'est pareil. On peut les utiliser pour se défendre, pour faire avancer des projets positifs ou pour des fins beaucoup plus manipulatrices. La stratégie est neutre. C'est l'usage qu'on en fait qui la définit. Alors, au final, qu'est-ce que le pouvoir selon Green ? Ce n'est pas la force brute, loin de là. C'est d'abord et avant tout la maîtrise de soi, la capacité à ne pas se laisser déborder par ses propres émotions. Et ensuite, c'est la capacité à utiliser les réactions souvent prévisibles des autres pour garder l'initiative. C'est un jeu d'échecs, pas une bagarre de rue. Donc pour conclure, il faut voir ces lois non pas comme des commandements moraux, mais comme une description froide des mécanismes du pouvoir. La vraie question, ce n'est pas de savoir si elles sont bonnes ou mauvaises. La vraie question, c'est de décider comment on va les utiliser. Pour construire ou pour détruire. Pour se défendre ou pour dominer. Prendre conscience de ces dynamiques, c'est la première étape. Le reste, c'est une question de stratégie et de caractère. Merci de votre attention.